Bonjour, nous allons voir aujourd'hui un cours sur les troubles fonctionnels intestinaux. Alors il faut savoir que c'est un problème de santé publique car la prévalence est élevée. Il représente à peu près 4 à 20% de la population générale, dont 70% sont représentés par des femmes. Il est un motif de consultation très important. Il représente à peu près 10 à 15% chez les généralistes et 35% des motifs de consultation en gastroentérologie, tout en sachant que seulement 25% des patients consultent. Donc ce n'est que la partie apparente de l'iceberg. Il faut savoir que les troubles fonctionnels intestinaux sont représentés essentiellement par le syndrome de l'intestin irritable. Les douleurs abdominales fonctionnelles, ballonnement fonctionnel, diarrhée et constipation fonctionnelle sont les autres éléments des troubles fonctionnels intestinaux, tout en sachant que l'injonction de ces troubles constitue en elle-même le syndrome de l'intestin irritable. La classification actuelle est basée sur les critères de RAMP 4, à savoir définition de ces syndromes intestinal irritable par une douleur abdominale chronique qui apparaît au moins un jour par semaine durant les 3 derniers mois, associée à au moins 2 points suivants. 1. Une relation avec la défécation. 2. Avec une modification de la fréquence des selles, le nombre de selles et de l'aspect des selles. Soit une prédominance de diarrhée, soit une prédominance de constipation. Il y a un troisième type qui est un type mixte. Et ceci est fait par la classification sur l'échelle de Bristol. Il faut savoir que les manifestations intestinales sont essentiellement représentées par les douleurs abdominales associées au ballonnement et aux troubles du transit. Il y a aussi des manifestations extra-intestinales qui sont inconstantes, polymorphes. Elles peuvent être digestives à type de dyspepsie fonctionnelle, algie anorectale, primitive, pruritanale, mauvaise haleine, maldigestion de lactose, ou elles peuvent être extra-digestives et elles sont souvent fréquentes, plus de 50% des cas, et elles peuvent faire la sévérité du syndrome de l'intestin irritable par la présence de céphalées, palpitations, asthénie, troubles urinaires, lombalgie, fibromyalgie, fatigue chronique, troubles du sommeil et un véritable syndrome dépressif. Il faut savoir que la démarche diagnostique repose sur les critères de RAMP 4. S'il n'y a pas de signe d'alarme, le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable est probable. Ça ne nécessite pas de bilan paraclinique qui est inutile. Un traitement empirique illicite. S'il y a une amélioration, on continue. S'il n'y a pas d'amélioration, soit on change de traitement, soit s'il y a l'apparition de signes d'alarme, il faut dès lors explorer par des examens complémentaires. Maintenant, si on a des critères de RAMP 4 avec présence de signes d'alarme et ou de diarrhée chronique, alors là, une pathologie organique possible. Donc, il faudrait explorer par un bilan paraclinique, à savoir bilan sanguin, sérologie, cœliaque, échographie, fibro et colonoscopie. Alors, quels sont ces signes d'alarme? Il y a l'âge, supérieur à 50 ans, les antécédents familiaux de néoplasie colique, symptomatologie d'apparition récente, rectorragie, amaigrissement, fièvre, les symptômes nocturnes qui peuvent réveiller le patient et les anomalies à l'examen physique telles qu'une hépatomégalie, une masse abdominale ou des signes d'anémie. Alors, le but du traitement, c'est de soulager la douleur, d'améliorer le ballonnement, réguler le transit et d'améliorer la qualité de vie. Ce traitement est symptomatique jusqu'à ce jour. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le syndrome de l'intestin irritable et l'alimentation? Plusieurs études ont montré que le jeûne permet d'améliorer les symptômes, tandis qu'un repas riche en graisse permet de diminuer le transit des gaz et d'augmenter la sensibilité rectale, donc d'aggraver les symptômes. Il y a aussi une similarité entre les symptômes de la maladie cœliaque et du syndrome de l'intestin irritable, ainsi que l'intolérance au lactose qui est très fréquente en cas de syndrome de l'intestin irritable. D'où le nouveau concept de food maps. Le food maps, ce sont des sucres qui ne sont pas fermentés, et qui ne sont pas digérés, qui vont être fermentés au niveau de l'intestin et surtout au niveau du côlon. Donc ces sucres, il va y avoir une malabsorption, ils vont donc être fermentés, donc augmentation de la production de gaz. Comme ils ont une charge osmotique, ils vont augmenter la quantité de liquide au niveau du côlon. Ceci va entraîner une distension luminale avec l'augmentation des gaz et ceci va entraîner des troubles moteurs, un ballonnement, des douleurs abdominales et une production excessive de gaz. Les moyens thérapeutiques, c'est surtout en cas de prédominance de la constipation, fibre et laxatif antispasmodique. Bien sûr, le traitement psychologique est donné dans tous les cas de syndrome de l'intestin irritable. En cas de diarrhée, il faut donner des ralentisseurs du transit, des probiotiques, antibiotiques. En cas de douleur abdominale, c'est surtout les antidépresseurs, les probiotiques et un traitement psychologique. Donc, toutes les études montrent que les antispasmodiques sont très efficaces
surtout en cas de douleur abdominale. Les probiotiques, qui sont des micro-organismes, aussi entraînent une réduction significative de tous les symptômes de l'intestin irritable, effet anti-inflammatoire sur les profils cytokinétiques. Les antidépresseurs, donc surtout chez les patients qui présentent des syndromes persistants, ils sont très efficaces dans le syndrome de l'intestin irritable. Les alternatives médicamenteuses, à savoir la relaxation, biofeedback, thérapie cognitive, psychothérapie et hypnose. Mais tout ceci, les alternatives non médicamenteuses, nécessitent un prérequis, l'adhésion et la motivation du patient. Le futur, c'est surtout la transplantation fécale qui promet de bons résultats actuellement. Merci de votre attention.